Le jour où je suis revenue de l'hôpital et que j'ai trouvé mon appartement vide, avec pour seul message un mot glissé sous la porte de ma voisine, j'ai compris que certaines trahisons ne font pas de bruit. Elles arrivent sur la pointe des pieds, avec un sourire, pendant que vous dormez sous anesthésie. Je m'appelle Hélène Marchand. J'ai 64 ans. Pendant 38 ans, j'ai été infirmière dans un service de chirurgie à Rouen. J'ai tenu la main de mourants, j'ai rassuré des familles effondrées, j'ai travaillé des nuits de Noël et des matins de 1er janvier pendant que les autres dormaient encore. Veuve depuis 6 ans, après la mort de mon mari Bernard, emportée par un infarctus un mardi ordinaire de novembre, j'avais appris à reconstruire une vie entière sur les ruines d'une autre. Ma fille unique, Camille, m'avait dit à l'enterrement, les yeux rouges et la main dans la mienne. « Maman, tu ne seras jamais seule, jamais, je te le promets. » J'avais cru cette promesse. Pendant 6 ans, je l'avais portée comme un talisman. Tout avait commencé, en apparence, de manière très banale. Une opération programmée de la hanche, la même que des milliers de Français subissent chaque année. Rien de grave, m'avait dit le chirurgien. Un homme aux mains fines et à la voix posée. 4 jours d'hospitalisation, 3 semaines de rééducation dans un centre spécialisé, et je reprendrais ma vie normale. Camille m'avait accompagnée le matin de l'opération. Elle avait embrassé mon front avec cette tendresse un peu distraite qu'elle avait depuis quelques mois, celle des gens qui pensent à autre chose en vous touchant. Son mari Thomas était resté dans le couloir, les yeux rivés sur son téléphone. Il m'avait dit « Bon courage », sans lever la tête. Je n'avais pas fait attention. J'avais 64 ans, pas 84. Je n'étais ni sénile ni grabataire. Mais à cet instant, dans ce couloir qui sentait le désinfectant et le café tiède des distributeurs, quelque chose en moi aurait dû se mettre en alerte. Quelque chose ne l'a pas fait. L'opération s'était bien passée. La rééducation aussi. 3 semaines dans un centre agréable à Bois-Guillaume, avec des kinésithérapeutes patients et une chambre qui donnait sur un petit parc. Camille était venue me rendre visite 2 fois. Thomas, jamais. La première fois, elle m'avait apporté des fleurs et un magazine. La seconde fois, elle était venue sans rien, s'était assise en face de moi avec cet air qu'elle avait depuis l'enfance, quand elle avait quelque chose de difficile à dire et qu'elle préférait ne pas le dire. « Maman, est-ce que tu as réfléchi à la suite ?»« À la suite. » Comme si une opération de la hanche à 64 ans était une fin en soi, une sorte de point de non-retour. « Je rentre chez moi, ma chérie, c'est la suite. » Elle avait hoché la tête sans répondre, les yeux baissés sur ses mains croisées sur ses genoux. Le matin de ma sortie, j'avais appelé un taxi moi-même, comme je l'avais toujours fait pour tout dans ma vie. Personne ne m'avait proposé de venir me chercher. Je n'avais pas insisté. J'avais ma valise, mes béquilles pour encore quelques jours, et cette hâte simple et profonde de retrouver mon appartement du quartier Saint-Sever, mes livres, mon thé du matin, devant la fenêtre qui donnait sur les toits de Rouen. Le taxi s'était arrêté devant le numéro 14 de ma rue. J'avais pris l'ascenseur jusqu'au 3e étage. J'avais glissé ma clé dans la serrure. Et là, le silence. Pas le silence habituel d'un appartement vide qui attend son occupante. Un autre silence. Plus lourd, plus froid. Le silence des murs sans rien dessus. J'avais poussé la porte en grand. Mon salon était vide. Complètement vide. Les étagères où s'alignaient mes livres, mes photos encadrées, le tableau de Bernard que nous avions acheté ensemble à Honfleur 20 ans plus tôt. La table ronde que j'avais héritée de ma mère. Le fauteuil où je lisais le soir. Tout avait disparu. La cuisine aussi. Mes casseroles en cuivre, le service en porcelaine de ma grand-mère, la cafetière italienne qui gargouillait chaque matin avec ce bruit que j'aimais comme un rituel. Ma chambre. Mon lit, mon armoire normande que Bernard m'avait offerte pour nos 20 ans de mariage et qu'il avait montée seul, en jurant doucement, un dimanche après-midi de juillet. Il restait une enveloppe blanche posée à même le parquet, au centre du salon vide. L'écriture de ma fille. Maman, Thomas et moi avons pensé que ce serait plus simple pour tout le monde. Le docteur Arnaud nous a dit que les personnes de ton âge, après ce type d'opération, ont souvent besoin d'un environnement adapté. Nous avons trouvé une résidence très bien à Sotteville, avec tout le suivi médical nécessaire. Ta chambre est réservée. Nous avons mis tes affaires en garde-meuble pour l'instant. Ne t'inquiète pas pour l'appartement, on s'en occupe. Thomas a tout organisé. On t'appelle ce soir. Camille. Les personnes de ton âge. J'avais lu cette phrase 3 fois. Pas de colère immédiate, juste cette sensation étrange de regarder quelque chose de très loin,
comme si mes émotions avaient décidé de prendre du recul avant de réagir. 38 ans à veiller sur des corps blessés, apporter des nouvelles difficiles à des familles qui n'étaient pas prêtes, vous apprennent à ne pas vous effondrer tout de suite. Vous apprenez à respirer d'abord, à penser ensuite. J'avais regardé par la fenêtre. Les toits de Rouen, la cathédrale au loin, sa flèche de fonte. Cette vue que j'aimais depuis 10 à 7 ans. Puis j'avais pris ma valise, refermé la porte derrière moi, et je m'étais retrouvée dans l'ascenseur avec une seule pensée claire dans la tête. Une adresse. Une clé que je portais depuis toujours sur mon trousseau, entre la clé de ma boîte aux lettres et un vieux porte-clés en forme de trèfle que m'avait donné Bernard le jour de notre mariage, en disant que ça portait bonheur. Il avait eu raison, finalement, juste pas de la façon qu'il imaginait. Personne ne savait que j'avais gardé la maison de mes parents en Normandie. Enfin, personne parmi les gens qui auraient pu s'en servir contre moi. La maison de Veules-les-Roses était dans ma famille depuis 3 générations. Une longue bâtisse basse en silex et colombage, avec un jardin qui descendait presque jusqu'à la mer. Mes parents me l'avaient transmise par acte notarié 2 ans avant la mort de mon père, avec comme seule condition que je n'en fasse jamais une résidence secondaire qu'on loue aux vacanciers. Ils avaient voulu que ce soit une maison vivante, habitée, aimée. Quand Bernard était encore là, nous y passions chaque été. Après sa mort, j'y étais allée moins souvent, blessée par tout ce que cette maison contenait de lui. Mais je l'avais gardée, entretenue. Payé les charges, refait la toiture il y a 3 ans. Madame Lesage, la voisine d'en face, avait un double de la clé et vérifiait que tout allait bien de temps en temps. Je n'en avais jamais parlé à Camille. Pas par méfiance. Par habitude du silence, je crois. Certaines choses appartiennent à ceux qui les vivent depuis assez longtemps pour les comprendre. Et ma fille n'avait jamais eu la patience des choses lentes. Le taxi m'avait déposé devant la gare de Rouen. J'avais pris le premier train pour Dieppe, puis un taxi jusqu'à Veules-les-Roses. J'étais arrivée en fin d'après-midi, quand la lumière de septembre rasait les toits et transformait les pierres de silex en miroirs. Madame Lesage m'avait ouvert sa porte avec une expression de surprise heureuse, comme si elle m'attendait sans le savoir. « Hélène, vous allez bien? Vous n'aviez pas prévenu. »« Non, mais je suis là. » Dans la maison, tout sentait le propre et le vieux bois. Madame Lesage avait mis un peu de chauffage la veille, comme elle le faisait chaque automne. J'avais posé ma valise dans l'entrée, fait le tour des pièces lentement, les mains touchant les murs, les cadres, les objets qui étaient là bien avant moi et qui seraient là bien après. Le fauteuil de mon père près de la cheminée, la grande table de la cuisine où ma mère avait fait des confitures pendant toute mon enfance, la chambre du fond avec sa fenêtre qui donnait sur le jardin. J'avais pleuré une fois, debout dans la cuisine, les mains à plat sur la table. Pas longtemps, juste assez pour que ça passe. Mon téléphone avait sonné. Camille, je l'avais regardé sonner 5 fois sans décrocher. Puis Thomas, puis Camille encore. J'avais éteint le téléphone et je m'étais fait une tisane. Ce soir-là, j'avais ouvert le vieux secrétaire de mon père, celui où il rangeait ses papiers avec une minutie d'instituteur à la retraite, et j'avais commencé à réfléchir. Pas à me lamenter, pas à imaginer des conversations impossibles où j'aurais dit les bonnes choses et elle les bonnes réponses. Non, à réfléchir concrètement, méthodiquement, comme on réfléchit quand on a passé 38 ans à résoudre des problèmes réels avec les moyens réels qu'on avait. Ce que j'avais devant moi, c'était une situation à comprendre avant de réagir. Et pour comprendre, il fallait d'abord avoir toutes les informations. Le lendemain matin, j'avais rallumé mon téléphone. 17 appels manqués. 3 messages de Camille, 2 de Thomas. J'avais rappelé ma fille. « Maman, Dieu merci, on était fous d'inquiétude. Où es-tu » Sa voix était celle de quelqu'un qui a eu peur, oui, mais aussi quelqu'un d'irrité. L'irritation de qui avait prévu quelque chose et découvrait que ça ne s'était pas passé comme prévu. « Je suis en sécurité, Camille. »« Mais où ?»« La résidence de Sotteville a appelé. Tu n'es pas venue au rendez-vous. » On avait tout organisé, maman, la chambre, l'accueil médical, tout. Et tout organisé, pour moi, sans moi, pendant que j'étais sous anesthésie. Dis-moi une chose, ma chérie. Mon appartement de Rouen est à quel nom sur le bail? Un silence. C'est. Tu sais bien que mon appartement est à mon nom. Je le loue depuis 10 à 7 ans. C'est mon domicile. Qui t'a autorisé à le vider? Thomas a pensé que, avec l'opération, la rééducation, la résidence, ça évitait de payer un loyer pour rien. Pour rien. Mon chez-moi, le lieu où j'avais vécu les 6 années les plus difficiles de ma vie, où j'avais appris à dormir seule après la mort de Bernard, où j'avais pleuré, ri et cuisiné et existé. Pour rien, je te rappellerai quand j'aurai réfléchi.
D'ici là, ne cherchez pas à savoir où je suis. J'avais raccroché avant qu'elle puisse répondre. Les jours suivants avaient été les plus clairs que j'ai vécus depuis longtemps. La mer en septembre à Veules-les-Roses a quelque chose d'absolu. Le vent, les galets, que la lumière blanche et nette qui ne laisse rien dans l'ombre. Chaque matin, je marchais jusqu'à la falaise. Mes hanches allaient mieux de jour en jour. Je n'avais plus besoin de béquilles. Madame Lesage m'apportait du pain frais et parfois un plat chaud, sans jamais me poser de questions qui n'étaient pas les siennes. Mais je ne pouvais pas rester dans le vague indéfiniment. Il y avait des choses à comprendre, des documents à examiner. J'avais appelé mon notaire, maître Fourcade, pour un homme méticuleux et discret avec qui je travaillais depuis l'époque de Bernard. Madame Marchand, je suis soulagée de vous entendre. Votre fille m'a contacté la semaine dernière pour... Il avait marqué une légère hésitation. Pour demander ce qui se passerait, dans certaines circonstances, pour votre assurance vie et votre bien immobilier en Normandie. Je m'étais assise. Elle vous a parlé de la maison de Veules-les-Roses. Elle savait qu'une propriété existait. Elle ne semblait pas en connaître la valeur exacte ni les détails. Son mari lui avait demandé de se renseigner. Thomas, bien sûr. Thomas qui avait tout organisé. Thomas que je ne connaissais que depuis 4 ans, que Camille avait épousé en silence un samedi de mars avec seulement 2 témoins et un dîner au restaurant pour fêter ça, comme si une mère n'était qu'une invitée de plus qu'on pouvait aussi bien ne pas convier. Thomas qui travaillait dans l'immobilier, qui connaissait la valeur des biens, des héritages, des successions. Thomas dont les questions sur ma santé, depuis 1 an, avaient cette précision particulière des gens qui veulent savoir combien de temps il reste. Maître Fourcade avait tout dit en disant peu. Le reste, je l'avais compris seul, dans la cuisine de mes parents, avec pour seul bruit le vent contre les vitres. Ma fille n'était pas entièrement mauvaise. Je le savais, je l'avais mise au monde, je l'avais regardée grandir. J'avais vu ses points faibles aussi nettement que ses points forts depuis qu'elle avait 2 ans. Camille était influençable. Elle avait toujours eu besoin de quelqu'un pour décider à sa place, quelqu'un de plus fort, de plus affirmé, qui lui donne la direction à suivre. Enfant, c'était moi. Adulte, c'était Thomas. Et Thomas, j'étais maintenant certaine, avait très bien calculé son affaire. Une belle-mère infirmière à la retraite, en bonne santé relative, mais après une opération qui pouvait servir de prétexte. Un appartement à Rouen, un bien immobilier en Normandie, une assurance vie souscrite du temps de Bernard. Pas une fortune, mais assez pour que quelqu'un de patient et d'organisé commence à construire un plan. La résidence de Sotteville, la chambre réservée, les affaires déménagées pendant mon absence, tout avait été fait vite, proprement, avec cette efficacité des gens qui n'ont pas de mauvaise conscience, parce qu'ils ont réussi à se convaincre que c'était pour mon bien. J'avais marché ce soir-là jusqu'à la mer. La nuit tombait sur les falaises. Quelque part derrière moi, dans la maison au bout du jardin, il y avait tout ce qui restait de ma vie d'avant. Et quelque part à Rouen, ma fille attendait que je capitule pour aller m'installer dans la chambre qu'on avait choisie pour moi. Je n'allais pas capituler, mais je n'allais pas non plus crier, accuser, me répandre en larmes de rancœur. J'avais été infirmière trop longtemps pour confondre agitation et efficacité. Les vraies décisions se prennent calmement, avec toutes les informations, sans précipitation. J'étais rentrée dans la maison et j'avais ouvert le secrétaire de mon père une 2e fois. Ma première démarche avait été pour maître Fourcade. Nous nous étions vus dans son étude de Dieppe, un matin gris de fin septembre. Je souhaite modifier les bénéficiaires de mon assurance vie. Il avait sorti les documents sans commentaire. Mon assurance vie avait été souscrite à l'époque de Bernard, avec pour bénéficiaire principal Camille. Je l'avais modifié ce matin-là pour désigner en premier lieu mon neveu Julien, le fils de mon frère, et en second lieu l'association Petits Frères des Pauvres qui s'occupait de personnes âgées isolées. 2 organismes qui n'attendaient rien de moi et que cette décision surprendrait ou aiderait, selon les cas, mais qui ne m'avaient jamais regardé comme une ressource à planifier. Julien, justement, m'appelait chaque dimanche depuis la mort de Bernard. Il habitait Cannes, travaillait comme menuisier, avait 2 enfants adorables que j'emmenais à la plage quand il venait me rendre visite. Il ne m'avait jamais demandé un centime, jamais fait allusion à quoi que ce soit qui ressemblait à un héritage. La dernière fois qu'on s'était vus, il avait réparé lui-même le volet de ma chambre qui claquait depuis l'été, refusant catégoriquement que je le défraye. Ma 2e démarche avait été pour la banque. Mon conseiller, M. Bertrand, avait écouté mon récit avec cette expression des gens habitués à entendre des histoires difficiles sans manifester de surprise. Madame Marchand,
Votre fille a tenté d'accéder à vos comptes la semaine dernière, au nom d'une procuration qui, il avait hésité, qui présente certaines irrégularités. Nous n'avons pas donné suite, mais je dois vous signaler les démarches. Une procuration. Avec certaines irrégularités. Je n'avais jamais donné de procuration à personne. Ce moment-là, je m'en souviendrai toujours. Pas de cris, pas de tremblements. Juste cette froideur particulière qui s'installe quand on comprend que la situation était encore plus grave qu'on ne le croyait. J'avais 38 ans d'hôpital dans les os. J'avais vu des gens perdre tout ce qu'ils avaient. J'avais appris que la vie ne doit rien à personne et que la dignité n'est jamais donnée. Elle se choisit, chaque matin, même quand tout va mal. J'avais demandé à M. Bertrand de placer un blocage sur tous mes comptes nécessitant ma présence physique pour toute opération et d'annuler la procuration irrégulière. Ma troisième démarche avait été la plus difficile. Pas parce qu'elle était compliquée juridiquement, parce qu'elle impliquait d'accepter une vérité que j'avais évitée depuis des semaines. J'avais rappelé Camille. Cette fois, je n'avais pas attendu qu'elle parle. Je veux que tu m'expliques. Pas Thomas, toi. Pourquoi? Ah, un long silence. Puis sa voix, plus petite que d'habitude, avec cette intonation de petite fille que je reconnaissais depuis toujours et qui me brisait toujours le cœur, même maintenant. Thomas disait que tu allais avoir besoin d'aide, que l'appartement allait devenir trop grand, que la résidence était vraiment bien, que comme ça, les sous seraient mieux utilisés pour nous tous. Pour nous tous. Ma maison, mon argent, mes bijoux de famille qui n'avaient pas encore été évoqués, mais dont je devinais qu'ils figuraient quelque part dans le calcul de Thomas. Pour nous tous. Est-ce que tu as signé des documents, Camille? Ah, un silence encore plus long. Thomas m'a dit que c'était juste des formalités administratives. Est-ce que tu as lu ces documents avant de les signer? Pas de réponse. Cette absence de réponse était une réponse. Viens me voir. Seule. Sans Thomas. Ah, elle avait mis 2 jours avant de venir. Je l'avais attendue sans impatience, sans anxiété. Je cuisinais, je lisais, je marchais jusqu'à la mer. Je dormais comme je n'avais pas dormi depuis des mois, dans le lit de mon enfance avec le bruit du vent dans le jardin. Quand Camille était arrivée, un mercredi après-midi, elle avait garé sa voiture devant la maison et était restée un moment à regarder la façade, les bras croisés sur la poitrine, dans cette posture que j'avais appris à lire depuis qu'elle avait 4 ans comme un signal de honte. Je lui avais ouvert la porte avant qu'elle frappe. Elle avait les yeux rouges. Elle avait maigri. Elle ressemblait à la femme de 37 ans qu'elle était, avec toute la complexité et les contradictions de quelqu'un qui commence à réaliser ce qu'il a fait. Nous nous étions assises à la table de ma mère. J'avais préparé du thé. Pendant un moment, ni l'une ni l'autre n'avaient parlé. C'est elle qui avait rompu le silence. « Est-ce que tu m'en veux? » « Oui. » Elle avait hoché la tête. « Est-ce que tu m'aimes encore? » « Oui. » Elle avait pleuré alors silencieusement, les mains autour de sa tasse de thé. Je ne l'avais pas prise dans mes bras tout de suite, pas parce que je ne voulais pas, parce que certaines douleurs ont besoin d'être pleinement ressenties pour qu'on les comprenne vraiment. C'est quelque chose que l'hôpital m'avait appris aussi. Quand les larmes s'étaient calmées, je lui avais tout expliqué. Non pas pour la blesser, mais parce qu'elle avait le droit de savoir dans quelle situation Thomas l'avait placée. Les documents irréguliers, la tentative d'accès à mes comptes, ce que Maître Fourcade m'avait rapporté des questions sur l'héritage. Je la regardais écouter, je voyais sur son visage le moment précis où les pièces s'assemblaient, où l'image prenait forme, où la femme de 37 ans comprenait avec une clarté soudaine et brutale quelque chose que j'avais mis beaucoup plus longtemps à comprendre à son âge moi aussi. Que l'amour ne suffit pas comme boussole, qu'il faut aussi savoir lire les intentions de ceux qu'on aime. Je ne savais pas, maman. Pour la procuration, pour les comptes, je le jure, je sais, et je le savais vraiment. Camille n'était pas Thomas. Elle avait fait quelque chose de grave par faiblesse, pas par calcul. Ces 2 choses peuvent exister en même temps, et démêler l'une de l'autre n'est pas simple, mais c'est nécessaire. « Qu'est-ce qui va se passer maintenant ?» avait-elle demandé. J'avais répondu avec la même précision tranquille que quand j'informais une famille d'une situation médicale sérieuse. Mon appartement de Rouen, je ne le renouvellerai pas parce qu'ils avaient gagné, mais parce que j'avais décidé de vivre ici, à Veules-les-Roses, dans la maison de mes parents. Depuis des semaines dans cette maison, j'avais retrouvé quelque chose que je n'avais pas su nommer avant d'y revenir. Pas juste des souvenirs. Moi-même. Les affaires en garde-meubles. Camille les ferait livrer ici, intégralement. Thomas. Ce qui se passait entre eux 2 ne me regardait pas.
mais elle devrait voir un avocat pour comprendre sa propre situation juridique concernant les documents qu'elle avait signés. Pour le reste, nous verrions. Lentement, avec du temps, si elle le voulait vraiment, Camille était repartie ce soir-là, avec les yeux secs, et cette expression que je connaissais comme l'envers de ses larmes quand elle avait décidé quelque chose de difficile et qu'elle s'y tenait. Les semaines qui avaient suivi, j'avais remis de l'ordre dans ma vie avec la même méthode que j'avais appris à mettre de l'ordre dans tout le reste. Un acte à la fois, pas de précipitation. J'avais contacté les services sociaux de la mairie pour me renseigner sur les activités locales. Veules-les-Roses était un petit village, mais la vie était réelle et chaleureuse. Il y avait une bibliothèque municipale qui cherchait des bénévoles, une association qui proposait des ateliers de cuisine aux adolescents du collège voisin, un cours de natation en mer pour adultes l'été. J'avais aussi repris contact avec d'anciennes collègues infirmières, dont plusieurs avaient pris leur retraite dans la région. Nous avions déjeuné ensemble un samedi de la fin octobre, dans un restaurant du bord de mer, et ri jusqu'aux larmes de choses qui n'avaient plus aucune importance, et d'autres qui en avaient encore trop. Je m'étais réinscrite chez mon médecin, pris rendez-vous pour le suivi de ma hanche qui allait de mieux en mieux, planifier mes contrôles annuels avec la conscience sereine de quelqu'un qui prend soin de sa santé non par peur, mais par respect de soi-même. La vraie surprise était venue de Julien, mon neveu, quand je lui avais expliqué, lors de notre appel dominical, les grandes lignes de ce qui s'était passé. Il avait été silencieux un long moment, puis il avait dit, avec cette franchise tranquille, qui ressemblait à son père, « Tante Hélène, si jamais tu as besoin de quoi que ce soit, je suis là, pas pour ton argent. Pour toi. » Je lui avais répondu que je le savais, et que ça comptait plus qu'il ne pouvait l'imaginer. Un matin de novembre, j'avais reçu un courrier de Camille. Pas un message téléphonique, une lettre, écrite à la main, sur du papier beige qu'elle avait depuis le lycée. Elle m'écrivait qu'elle avait consulté un avocat, que Thomas et elle s'étaient séparés, qu'elle avait compris des choses sur elle-même qu'elle n'avait pas voulu voir depuis trop longtemps, qu'elle ne me demandait pas de pardonner tout de suite, ni de faire comme si rien ne s'était passé, qu'elle voulait juste que je sache qu'elle regrettait. Vraiment, la dernière phrase de la lettre était courte. « Je voudrais venir à Noël, si tu veux bien. Juste nous deux, comme avant. » J'avais gardé cette lettre sur la table de la cuisine pendant plusieurs jours, la lisant et la relisant, cherchant non pas les failles mais la vérité. Ma fille n'était pas une mauvaise personne, elle avait fait de mauvais choix. La nuance a l'air simple mais elle ne l'est pas. La tenir, la garder vivante dans sa tête et dans son cœur quand on a été blessé, c'est un travail de chaque jour. Je lui avais répondu oui. Noël avait été doux et silencieux, comme la neige qui était tombée ce soir-là pour la première fois depuis des années sur les toits du village. Nous avions fait la bûche ensemble, une recette de ma mère, et Camille m'avait demandé de lui réexpliquer les gestes qu'elle avait regardés enfant sans les mémoriser, parce qu'elle pensait qu'il y aurait toujours du temps pour ça. Julien était venu avec ses enfants le lendemain. La maison avait été pleine de voix jeunes et de rires maladroits, d'assiettes pas assez nombreuses, et de questions des enfants sur tout et n'importe quoi. J'avais regardé cette scène depuis le seuil de la cuisine avec quelque chose de chaud et de net dans la poitrine, quelque chose qui ressemblait à ce qu'on ressent quand on a failli perdre quelque chose et qu'on comprend enfin qu'on ne l'a pas perdu. Aujourd'hui, j'ai 65 ans, et je vis dans la maison de mes parents à Veules-les-Roses. Le jardin descend vers la mer. Les platanes bougent dans le vent. Le matin, je fais du thé dans la cafetière que Camille m'a racheté pour Noël, exactement pareil à l'ancienne. Je donne des cours de premier secours aux bénévoles de l'association locale, 2 fois par mois. Je lis, je cuisine, je marche sur les galets avec Madame Lesage les lundis après-midi. Camille vient un week-end sur 2. Nous apprenons à nous parler différemment, pas comme une mère et une fille qui se connaissent depuis toujours, mais comme 2 femmes qui apprennent à se connaître vraiment, pour la première fois. C'est plus difficile que ce que j'aurais imaginé. Et beaucoup plus beau. La femme soumise et patiente que j'avais été pendant trop longtemps est restée dans cet appartement vide où j'ai trouvé une enveloppe blanche à la place de ma vie. À sa place est revenu quelqu'un que je reconnaissais de loin, de très loin, de derrière des décennies de sacrifices consentis et de besoins tus. Quelqu'un qui savait depuis le début que garder un endroit à soi n'est pas un luxe. C'est une nécessité. Bernard me l'avait dit à sa façon, avec ce sourire qu'il avait quand il trouvait les mots justes. « Hélène, tu mérites un endroit qui t'appartient vraiment. » Il avait fallu beaucoup de temps et une trahison pour comprendre que cet endroit avait existé depuis toujours. Il suffisait de se donner le droit d'y revenir. Si cette histoire vous a touché, laissez votre like, abonnez-vous à Écho d'une vie et dites-moi en commentaire de quelle ville vous nous écoutez. Et répondez-moi honnêtement,
À ma place, qu'est-ce que vous auriez fait? Votre réponse peut toucher quelqu'un qui en a besoin aujourd'hui.